45 451 immatriculations pour le constructeur coréen Hyundai en 2024 en France. C'est pas son meilleur score, mais c'est sa 3e meilleure année depuis son arrivée en France en 1992. Autre bonne nouvelle également en 2024, près de 65% des immatriculations chez Hyundai étaient électrifiées, que ce soit en hybride simple, hybride rechargeable ou même 100% électrique. Et sur 2025, l'ambition reste forte pour le constructeur coréen, puisqu'il compte vendre dans l'Hexagone pas moins de 50 000 véhicules, avec 25% de véhicules 100% électriques pour respecter ces fameuses lois CAFE, la loi CAFE qui signifie Corporate Average Fuel Economy, qui impose en Europe aux constructeurs automobiles un certain seuil d'émissions de CO2 sur tous les véhicules qu'ils commercialisent. Donc c'est aussi cette loi qui explique pourquoi tous les constructeurs en Europe électrifient leur gamme à vitesse grand V. Nouveau Hyundai Inster que je vous propose dans cette vidéo, 100% électrique, avec ce petit SUV qui représente une bonne alternative au segment A et B thermique. Est-ce que c'est pertinent d'acheter un Inster en 2025 en France? Est-ce que surtout ça va permettre à la marque coréenne d'atteindre ses objectifs? Et surtout, est-ce qu'il a une chance de s'imposer dans l'Hexagone? Je vais répondre à toutes ces questions en fin de vidéo. Pour y répondre, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, intérieur, son habitacle, ses technologies embarquées. J'irai faire un tour sur la route pour vous donner mon avis sur son comportement routier et je conclurai cet essai avec ses qualités et aussi ses défauts pour que vous puissiez tout connaître sur ce nouveau Hyundai Inster et surtout je le comparerai à ses concurrents sur plusieurs critères que j'ai définis pour que vous puissiez, si vous êtes intéressé, prendre votre décision bien sûr, c'est le but de ces vidéos, vous le savez. Mettez un pouce bleu. Si cette vidéo vous plaît les amis, ça m'aide énormément. Donc mettez un pouce bleu, c'est juste en dessous de la vidéo YouTube. Activez la cloche de notification si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous bien sûr à ma chaîne YouTube. Et puis pareil sur mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile, je diffuse que du contenu exclusif. Vous êtes prêts? C'est parti. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Déjà sur les montants A, on a cette partie à l'avant du véhicule en noir mat. On a une caméra en du pare-brise pour la reconnaissance des panneaux de signalisation, la commutation automatique des feux de route et aussi l'aide au maintien dans la voie. Un capot assez court avec un galbe central qui est prononcé. D'ailleurs, c'est un petit peu similaire au mythique classe G de chez Mercedes. Bandeau horizontal noir brillant qui relie les clignotants, qui adopte un motif à pixels. Ça ajoute une petite touche de singularité. Une calandre pleine en noir aux airs de circuit imprimé qui apporte du caractère d'ailleurs au design de ce véhicule. On a la trappe de recharge, la caméra et le radar avant qui sont intégrés juste à côté. Le logo sur le cache pour le crochet de remorquage et sur la trappe électrique. Et des feux de jour full LED à forme arrondi qui sont intégrés au projecteur bi-LED sur notre finition. Et on a cet imposant sabot de protection argenté qui entoure le bouclier noir avec 2 volets d'air actif qui sont là pour contrôler le flux d'air, pour optimiser le refroidissement du moteur et de la batterie sans pour autant compromettre l'efficacité aérodynamique. Un CX aérodynamique de 0,309, ce qui n'est pas forcément bas pour un CX aérodynamique d'un véhicule 100% électrique. Ça s'explique bien sûr par ce côté assez vertical. Je reviendrai aussi sur les effets que ça a sur les bruits aérodynamiques sur la partie de l'essai routier. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a le mérite de ne ressembler à aucun autre véhicule commercialisé sur le marché français, avec une signature lumineuse très atypique. Et puis on est en 2025 sur la recherche de l'aérodynamisme à tout prix, au détriment souvent d'une originalité dans le design. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Hyundai a pris le pari et a l'audace de proposer quelque chose de différent visuellement. Batterie lithium-ion de 49 kWh sur le modèle que je vous présente. Il y a aussi une batterie d'une capacité de 42 kWh qui est proposée par Hyundai. Pic de charge 85 kW, donc ça lui permet de passer 10 à 80% de charge de la batterie sur une borne de recharge adaptée en 30 minutes, ce qui est une des meilleures performances de sa catégorie au passage. Et puis sur les autonomies, ça va dépendre bien sûr de la taille des jantes que vous choisirez, puis des finitions, mais ça peut monter jusqu'à 370 km en cycle mixte et 518 km en ville, en cycle urbain. Et sur le modèle que je vous présente, on perd environ 10 km sur le cycle mixte. Donc on est à 360 km avec les jantes que je vous présente. Et puis on est un tout petit peu en dessous des 500 km en cycle urbain. Je vais revenir bien sûr sur la partie de l'essai routier, sur l'autonomie et les consommations que j'ai réalisées
avec mon type de conduite. Je vais vous donner la vraie consommation. Jantes alliage bicolore de 17 pouces sur notre modèle, avec des arches de roues qui sont en plastique noir, tout comme les jupes latérales, avec une petite encoche juste ici qui ajoute un brin de sportivité, tout comme un petit peu les flancs de ce véhicule qui sont super marqués. On le voit sur les dessins, les galbes sont prononcées à l'avant, à l'arrière, au milieu, avec un pilier B qui est assez large. C'est un design qui est très atypique, hein. On a des poignées de porte qui ne sont pas affleurantes à l'avant et puis les poignées de porte arrière qui sont intégrées dans le pilier C. Les vitres arrière et la lunette arrière sont surteintées sur notre modèle. On a, comme je vous l'indiquais, le pilier A qui est en noir mat, rétroviseur avec la coque de rétroviseur en couleur carrosserie. On a les répétiteurs de clignotants, la caméra pour la vision à 360 degrés. Les rétroviseurs, ils sont électriques et rabattables aussi électriquement. Ça, c'est plutôt pratique quand vous arrivez dans des espaces étroits. Sur notre modèle, on a ce Buttercream Yellow qui est facturé 600 € en teinte de carrosserie. Perso, c'est pas ma couleur préférée, loin de là. En revanche, je l'ai vu quand je l'ai récupéré ce matin avec des couleurs beaucoup plus sexy, notamment les couleurs foncées lui vont très bien. On a un empattement de 2,58 m et une garde-sol de 14 cm. Ça fait un empattement quand même assez prononcé et vous allez voir qu'à l'intérieur, ça lui profite en termes d'habitabilité. Baie arrière couleur carrosserie avec cette forme rectangulaire en son centre qui intègre le troisième feu stop. Une lunette arrière assez large, surteintée comme je vous l'indiquais, avec l'essuie-glace qui intègre la caméra de recul. Et puis juste en dessous de la lunette arrière, on a un large bandeau lumineux à LED avec des formes paramétriques qui lui donnent un côté assez futuriste. L'inscription Inster juste en dessous. Et puis on retrouve du noir brillant sur la partie inférieure du bouclier arrière avec des catadioptres en forme arrondie et en leur centre des clignotants en forme rectangulaire. On a un sabot de protection argenté et il faut savoir que sur l'Inster, on a une protection du soubassement intégral avec l'ajout d'une lèvre de bouclier arrière qui permet d'équilibrer l'écoulement de l'air. L'arrière du véhicule, il est, c'est le moins qu'on puisse dire, hyper disruptif et moderne, un peu comme à l'avant. Alors on aime ou on n'aime pas, mais il laisse vraiment pas indifférent, avec là aussi une prise de risque super marquée. On se plaint souvent en 2025 des constructeurs qui sortent des dessins, des designs de voitures très consensuels. Bon, là... on dirait plus un concept car qu'un véhicule qu'on peut acheter chez son concessionnaire au coin de la rue. Pas d'ouverture et de fermeture du haillon électrique, c'est uniquement manuel. On a un cache-bagages à l'arrière avec un espace dans le coffre entre 238 et 351 litres en fonction de la position de la banquette arrière qui est coulissante sur pas moins de 16 cm sur les versions 4 places. J'essaie une version 4 places aujourd'hui, il y a aussi une version 5 places qui est disponible. Et si vous baissez la banquette arrière qui est rabattable, là vous aurez 1059 litres. Aussi, autre point en termes de modularité intéressant, déjà vous pouvez baisser la banquette arrière, mais aussi les sièges avant à plat. Donc en gros, vous pourrez, si vous avez un matelas, dormir dans votre Hyundai Inster. Aussi, bonne chose à savoir, si vous baissez la banquette arrière et le siège passager à plat, là aussi, là vous pourrez mettre des objets de 2,20 m de longueur, ce qui est dans une voiture de cette taille assez inédit. Point aussi à noter, sous le plancher du coffre, vous pourrez bénéficier d'un rangement supplémentaire pour mettre par exemple vos câbles de recharge, mais l'espace est tellement grand que vous pourrez même y ranger des affaires sans aucun souci. Ça aussi c'est important dans de petites voitures d'avoir de la modularité parce qu'on manque de place et des petits détails comme ça vont faire que vous n'allez pas avoir besoin d'acheter une voiture plus grande. 3,83 m en longueur, 2 cm de plus sur la version Inster Cross, largeur 1,61 m hors rétroviseur et en hauteur c'est 1,58 m. En fait quand vous le regardez sur sa face avant ou sur l'arrière, vous avez vraiment l'impression de voir un cube. Un peu à la même manière d'ailleurs qu'un Classe G. Le Classe G, c'est aussi large que haut comme véhicule et ça lui donne ce côté un petit peu robuste visuellement. 1410 kg sur la balance, sur notre modèle. On va dire qu'en 2025, pour une voiture 100% électrique, c'est plutôt pas mal. Moi, je suis plus habitué à vous donner des 2 tonnes pour l'ensemble des véhicules avec un petit peu d'habitabilité qui sont 100% électriques. Donc sur ce plan, il s'en tire pas mal. 2 motorisations 100% électriques sur ce petit SUV. La première avec une batterie 42 kWh, 97 chevaux. Et celle que je vous présente, 49 kWh de capacité de batterie pour 115 chevaux, 170 Nm de couple. Transmission roue avant via une boîte automatique monorapport à réducteur, bien sûr. 150 km en vitesse de pointe, 10,6 secondes de 0 à 100 km/h. Et niveau consommation annoncée par le constructeur, parce que je vais vous donner mes consommations sur la partie de l'essai routier. En ville, le modèle que je vous présente, il est donné à 11 kWh au 100 km et en cycle mixte 15,1 kWh au 100 km. Au niveau de ces tarifs, à partir de 25 000 €, ce nouveau modèle de chez Hyundai, et si vous optez pour le modèle que je vous présente dans cette vidéo, qui est en finition créative, en version 4 places, avec tous les équipements qu'il contient, plus ce moteur
de 115 chevaux et cette batterie de 49 kWh, là ce sera 31 890 €. Émission de CO2 zéro, c'est un véhicule électrique, donc en 2025, vous n'aurez pas de malus écologique. Pour l'instant, il n'y a pas de malus écologique sur les voitures électrique, peut-être que ça va venir un jour, on ne sait pas. Sur les bonus écologiques, ça va dépendre en fait de votre revenu fiscal de référence. Vous pourrez, en fonction de votre revenu fiscal de référence, bénéficier d'un bonus écologique compris entre 2 et 4 000 €, ce qui peut être plutôt pas mal. Il y a des offres en location longue durée qui sont proposées par Hyundai d'ailleurs sur cette nouvelle voiture à partir de 129 € par mois. Le modèle que je vous présente dans cette vidéo, lui, c'est à partir de 209 € par mois. Je dis bien à partir parce que ça va dépendre de beaucoup d'éléments, le kilométrage, l'apport que vous souhaitez mettre, votre revenu fiscal de référence, bien sûr, qui vont venir diminuer ou malheureusement alourdir la note à la fin. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Et là, c'est la grande surprise en termes d'habitabilité. Moi, je fais 1m88, je vous le rappelle. Regardez plutôt sur cette configuration 4 places que je trouve assez bien choisie en fait pour ce type de voiture. Il est rare d'avoir autant de place à l'arrière d'une voiture si compacte. Je fais référence à la Renault 5 que j'ai adoré, mais malheureusement qui à l'arrière ne peut pas accueillir quelqu'un comme moi si moi je suis assis à l'avant. J'ai fait le réglage pour moi à l'avant et regardez plutôt la place, même au niveau des pieds, c'est plutôt pas mal. Et surtout au niveau de la garde-toit, regardez plutôt, j'ai environ 5 bons centimètres, entre 5 et 10 cm au-dessus de ma tête. L'assise est plutôt bonne, alors il n'y a pas du tout de maintien, donc si vous êtes dans des zones sinueuses, ça va un petit peu bouger. L'assise est complètement plate, mais les sièges sont confortables, notamment au niveau du bas du dossier. Je trouve que c'est assez moelleux, ça maintient bien le bas du dos, et on se sent confortablement accueilli. Ça, c'est plutôt bien. Il y a un toit ouvrant qui est disponible sur la version exécutive. Pas de poche aumônière. En revanche, vous avez un accessoire juste ici sur le dossier du siège avant passager pour accueillir des accessoires. On a une prise USB-C qui est présente juste ici, un plancher complètement plat. On a une finition en pied de poule sur la sellerie du véhicule. Ça lui donne un côté néo-rétro. Et puis, on a un ciel de pavillon à pixels qui lui va assez bien, qui est de couleur claire. Ça apporte plus de luminosité, je trouve, à l'intérieur de cet habitacle. Assez étonnant en termes de place pour les personnes qui vont s'asseoir à l'arrière du véhicule. Je vous avoue, je ne m'attendais pas du tout à être aussi bien accueilli à l'arrière. C'est plutôt un excellent point. Et je dirais même que cette voiture, ça vaut plus le coup de la prendre en version 4 places comme celle que j'essaie, plutôt qu'en version 5 places. Vous pourrez aussi régler, ça c'est plutôt bien, l'inclinaison du dossier à l'arrière. Donc, si vous le mettez complètement en arrière, là vous avez la possibilité de vous endormir assez facilement. C'est une option qu'on ne voit que sur des véhicules de gamme supérieure. La banquette arrière, elle est rabattable en 50-50 et surtout vous pouvez la faire coulisser sur pas moins de 16 cm. Pour, si vous le souhaitez, augmenter l'espace de chargement dans le coffre. En termes de modularité, c'est un bel exemple dans un véhicule qui mesure 3,83 m. Et je pense que rien que pour ça, il y en a certains, ils vont se diriger vers ce véhicule. Sur les contreportes à l'arrière, un design assez simpliste, néo-rétro. On le voit aussi sur le dessin des poignées de porte. Les matériaux utilisés, ça c'est des matériaux recyclés. Quelque chose de simple, mais ils ont quand même fait l'effort d'ajouter quelques touches assez sympa, comme par exemple cette finition que vous voyez juste ici au niveau des accoudoirs, là aussi sur le bas de la contreporte dans le rangement. Ce qui est à noter, c'est la qualité des plastiques, bien que ce soit du plastique dur, on est sur des plastiques durs qui sont d'assez bonne qualité pour la catégorie. On a un éclairage d'ambiance à LED 64 couleurs sur notre modèle, avec des garnissages de portes supérieures qui sont personnalisables. C'est les éléments que vous voyez juste ici. Les matériaux utilisés dans l'habitacle, ils témoignent de l'engagement du Hyundai en faveur du développement durable, avec notamment du biopolypropylène qui est extrait de la canne à sucre pour constituer ces éléments et ces inserts décoratifs. On a un système audio sur notre modèle 4 haut-parleurs avec 2 tweeters. Les sièges avant, ils sont réglables manuellement, chauffants sur la finition exécutive. Ils sont conçus pour faciliter le passage du siège conducteur au siège passager. Ils sont rabattables à plat, donc ça c'est pratique pour la modularité. On peut faire beaucoup de choses, travailler, installer un matelas même si vous voulez faire un peu de camping. Au niveau du confort de l'assise, un peu comme à l'arrière, ils ont fait attention à avoir un très bon maintien au niveau du bas du dossier. Ça c'est agréable. Le siège est très large et très plat. C'est plutôt pas mal parce qu'on peut se positionner où on veut. Par contre, au niveau de la qualité du maintien, faut pas attaquer avec un rythme dynamique dans des zones sinueuses, sinon vous allez avoir cette impression d'un petit peu bouger dans le siège. De toute façon, c'est pas sa vocation première de faire du sinueux à rythme élevé. Mais en tout cas, il faut le savoir. Sinon, l'assise est bonne. Et puis surtout, la position de conduite, elle est super naturelle. Et on a cette sensation de dominer la route, de par déjà la structure, l'architecture du véhicule qui est assez verticale, cette forme de SUV. Mais je trouve que
C'est aussi ce qu'on recherche dans des véhicules à vocation urbaine, c'est des voitures avec lesquelles on peut facilement manœuvrer, on peut facilement évoluer dans des espaces étroits. La visibilité, ça vous apporte énormément de facilité pour le faire. Comme je vous l'indiquais, il y a une chose qui est pas mal, en fait, il y a un plancher qui est quasi plat aussi à l'avant. Si vous mettez l'accoudoir en arrière de cette manière et que vous arrivez dans un parking dans lequel vous avez peu de place et vous devez vous coller à un mur ou à un véhicule qui est juste à côté de vous et que vous êtes dans l'impossibilité de sortir côté conducteur, vous pourrez facilement passer côté passager. Vous n'aurez pas besoin de vous contorsionner pour passer de la droite à la gauche et vous pourrez ouvrir votre portière et partir de ce côté. Ça vous paraît bête, je vous assure que pour ceux qui ont l'habitude d'évoluer dans des centres urbains en France ou même en Europe, ça vous évitera de vous bloquer le dos en passant de la gauche à la droite du véhicule et inversement. Combiné d'instrumentation 10,25 pouces qui est entièrement numérique et personnalisable. Ceux qui ont l'habitude de l'instrumentation et de l'infodivertissement Hyundai vont pas être dépaysés dans ce Inster. Volant gainé de cuir à 3 branches avec l'éclairage interactif à pixels. À gauche, on a l'ensemble des aides à la conduite, le bouton Drive Mode, la navigation dans l'écran d'instrumentation et à droite, accès au téléphone, la commande vocale, le volume du système audio et aussi le changement de playlist. On a les palettes au volant pour gérer la force de freinage régénératif et on a le levier de vitesse qui est juste à droite du volant. Assez massif mais super simple à utiliser. D'une simple rotation de cette poignée, vous changez vos rapports, vous faites vos manœuvres et en plus c'est super réactif. Énormément d'aide à la conduite de série grâce au Hyundai SmartSense. Vous avez le freinage d'urgence autonome avec la fonction intersection, l'alerte de vigilance du conducteur grâce à la caméra qui est au centre du volant. On a l'assistance active à la conduite sur autoroute avec régulateur adaptatif intelligent et l'alerte de redémarrage du véhicule en amont. Sur notre modèle, grâce au pack sécurité pour 1050 €, on a en plus la détection des angles morts et l'alerte de circulation transversale arrière avec la fonction freinage. Écran d'info divertissement qui est tactile, 10,25 pouces, qui inclut la navigation avec l'information en temps réel. Vous avez le planificateur de trajet avec la prise en compte des recharges. Apple CarPlay et Android Auto de série, ça c'est top. On a les services connectés BlueLink, programmation à distance de la charge de la batterie et de la ventilation, géolocalisation, statut du véhicule, historique des trajets. Caméra à 360 degrés sur notre modèle. On a 2 aérateurs avec les warnings qui sont au centre. Alors, pas très esthétique pour le coup par rapport au reste de la planche de bord. On a les boutons pour l'accès rapide au système d'info divertissement qui sont juste en dessous. Réglage de la climatisation automatique avec la fonction Driver Only et capteur de désembuage automatique du pare-brise de série. Sur la partie droite, au-dessus de la boîte à gants, on a un petit rangement, mais aussi une prise USB-A, USB-C et aussi une prise 12 volts. En dessous des commandes de réglage de la climatisation, on a les boutons pour la caméra, le parking et aussi l'auto-hold. Juste ici, on a un chargeur à induction sur notre finition. On a 2 porte-gobelets et cet accoudoir avant. Un intérieur assez atypique pour un véhicule de cette taille, mais qui pour le coup propose une montée en gamme assez élevée. Quand on voit le niveau d'équipement, on ne se retrouve pas du tout dépaysé par rapport à des véhicules qui vont coûter 45 000 - 50 000 €, voire plus. Ils mettent vraiment la barre haute en termes d'équipement, de finition. Et là aussi, je vais reprendre ce que je vous ai dit sur le design extérieur du véhicule, en termes de prise de risque sur le style de cet habitacle, là aussi assez novateur. Passons maintenant à l'essai routier. Je commence cet essai routier dans un petit village pour justement vous parler de la qualité de son amortissement. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Je me plains souvent sur les voitures 100% électriques d'avoir un amortissement ferme à cause du poids des batteries qui augmente le poids du véhicule total. Et donc de ce fait, les constructeurs sont obligés d'installer un paramétrage des suspensions, des ressorts assez fermes pour pouvoir contenir les mouvements de caisse et limiter l'effet de roulis. Cette voiture, elle pèse que 1,4 tonne sur la balance, donc forcément, on n'a pas besoin d'avoir un paramétrage extrêmement ferme des suspensions, et ça lui profite. Elle est très souple, elle absorbe parfaitement les chocs, les aspérités, les défauts de la chaussée, pour le plus grand bonheur du conducteur, mais aussi et surtout de ses passagers. Même si cette souplesse
qui n'est pas trop prononcé non plus et super agréable en ville. On ressent forcément que les mouvements de caisse sont un petit peu moins contenus, un petit peu moins maîtrisés dès qu'on commence à augmenter le rythme dans du sinueux sur des routes départementales. Mais pour autant, sans en faire un véhicule sportif, on peut dire que le réglage des suspensions a été bien appréhendé, a été bien anticipé par Hyundai. Sur autoroute, on en profite là encore une fois. On ne peut pas en dire autant de tous ses concurrents. Quand j'avais par exemple testé la R5, j'avais trouvé que le confort était assez appréciable au niveau des suspensions, mais on ressentait quand même que le véhicule préférait nettement le dynamisme, rester sur son axe en termes de qualité de l'amortissement plutôt qu'absorber le moindre choc qui allait se présenter devant lui. Donc au niveau des suspensions, elle coche vraiment toutes les cases selon moi, sans pour autant avoir un comportement très dynamique. Au niveau de sa direction, diamètre de braquage 10,6 mètres. Là aussi, c'est important sur des voitures de cette taille d'avoir des diamètres de braquage faibles pour pouvoir manœuvrer assez facilement et surtout pouvoir profiter d'une agilité en ville assez forte pour vous permettre de vous faufiler plus rapidement dans le trafic. Au niveau des bruits aérodynamiques, moi ce que j'ai noté, il n'y a rien de dérangeant tant qu'on n'est pas sur autoroute. Et dès qu'on commence à être sur voie rapide, à partir de 110-120 km/h, j'ai noté des bruits aérodynamiques au niveau du pilet A du véhicule. Alors ça c'est dû forcément à ce format, un format carré, ultra carré quand on le regarde de devant. C'est vrai qu'à 130 km/h, on ressent un léger bruit d'air à l'avant du véhicule. Sinon, le véhicule est assez bien insonorisé, sans avoir un double vitrage à l'avant et à l'arrière du véhicule. On sent qu'ils ont fait attention à limiter et à contrôler les bruits d'air correctement. Il y a une pompe à chaleur qui est proposée en option. Alors les pompes à chaleur, sur beaucoup de voitures électriques, à quoi elles servent? Elles permettent de récupérer la chaleur générée par le moteur et les batteries électrique et ainsi la restituer dans l'habitacle sans avoir utilisé le chauffage par exemple du véhicule. Ça vous permet d'optimiser en fait votre consommation d'électricité et donc du coup d'augmenter l'autonomie du véhicule lorsque vous en avez besoin. Il y a un freinage régénératif qui est sur plusieurs niveaux et vous avez même le système One Pedal que vous pourrez activer avec les palettes qui sont derrière le volant. Alors là, ces systèmes vous permettront d'optimiser votre autonomie, encore une fois. En revanche, il faudra quand même s'y faire puisque à chaque fois que vous allez lever votre pied droit de l'accélérateur, le véhicule va appliquer un freinage, pas fort mais assez prononcé. Alors quand vous êtes en ville, c'est vrai que c'est plutôt agréable comme système. Après, quand vous commencez à un petit peu rouler et à n'avoir que de très rares phases de ralentissement, là pour le coup c'est un peu moins agréable. Il y a aussi un système de préconditionnement de la batterie, bien sûr, qui va vous permettre d'optimiser votre temps de recharge lorsque vous allez vous arrêter à une borne de recharge. Ça commence aussi à se démocratiser sur l'ensemble des véhicules électriques. Sur ses performances, alors 115 chevaux, on pourrait se dire qu'avec une tonne 4 c'est pas fou, mais ça accélère quand même assez bien. Le 0 à 100 km/h il est en 10,6 secondes seulement. Une petite vitesse max de 150 km/h, de toute façon en France vous n'aurez pas besoin de bien plus. Et sur les reprises, elles sont assez bonnes tant qu'on ne commence pas à dépasser les 110-120 km/h. C'est vrai que ça s'essouffle un petit peu au-delà de 120 km/h en termes de reprise, de réactivité du moteur. Mais comme le véhicule a une vocation urbaine, quasi exclusivement, bon, on va pas s'en plaindre non plus. Sur ces consommations, j'étais aux environs des 14,5-15 kWh au 100 km en urbain et sur des petites routes départementales à 70 km/h. Et dès que j'ai commencé à attaquer l'autoroute ou à mettre un rythme élevé, là j'étais à plus de 19 kWh au 100 km. Donc vous avez une batterie de 49 kWh. Donc vous ferez environ, allez, si vous faites de l'autoroute, vous ferez peut-être 240 km. Et si vous faites de la ville, je pense qu'il y a même moyen de descendre un petit peu, si vous faites que de la ville, aux alentours des 12 kWh au 100 km. Donc là, vous ferez plus de 400 km sans trop de soucis en cycle urbain. Bon, on n'est pas sur la valeur de 500 km annoncée par le constructeur, mais pour autant, on n'est pas si loin que ça. Preuve qu'aujourd'hui, les constructeurs de véhicules électriques arrivent quand même à se rapprocher de ce qu'ils annoncent. Un véhicule qui est selon moi assez pertinent, tant sur le côté disruptif de son design, le confort qu'il procure sur ses suspensions, le confort de ses sièges, la visibilité dont on profite, la modularité également, des performances qui sont largement suffisantes par rapport à sa vocation première, celle d'un véhicule urbain. Et sur les autonomies et la consommation, je les trouve là aussi assez corrects. On est sur un peu plus de 400 km en cycle urbain, on va dire 240 km sur autoroute à 130 km/h et en cycle mixte, vous ferez facilement 330-340 km
On est un petit peu en dessous de ce qui est annoncé par le constructeur Hyundai. Mais il semble cocher toutes les cases. Si on parle juste de l'agrément de conduite, ils ont super bien fait le travail. Après, est-ce que l'intérieur va vous plaire? Est-ce que le prix convient par rapport à votre budget? Est-ce que l'extérieur aussi vous plaît? Ça, ce sera des questions auxquelles il faudra que vous puissiez répondre. Est-ce que ses qualités routières et son bon agrément de conduite vont lui permettre de se hisser à la première place de son segment? Ça, je vais répondre à cette question d'ici quelques instants. Faut maintenant conclure l'essai de ce nouvel Inster. Alors, pas mal de défauts que j'ai notés. Vous savez, j'aime bien sortir les défauts des voitures que j'essaye. Alors, j'ai trouvé que les aides à la conduite étaient un petit peu trop intrusives et qu'il fallait les déconnecter pour avoir une expérience de conduite sympa. Également, l'autonomie sur autoroute. Alors je sais, vous allez me dire, c'est pas une voiture faite pour l'autoroute, mais bon voilà, vous n'allez pas faire des trajets extrêmement longs lorsque vous serez sur autoroute, comme je vous l'ai indiqué sur la partie de l'essai routier. À 130 km/h sur autoroute, j'ai remarqué des légers bruits aérodynamiques sur les piliers A du véhicule qui étaient générés. Ça, je pense, c'est dû au format, à l'architecture visuelle du véhicule, forcément. Et puis on a un CX aérodynamique qui est effectivement assez élevé pour une voiture de cette catégorie. Il n'y a pas de bonus écologique sur la version 4 places que je vous ai présentée, c'est uniquement sur la version 5 places que vous bénéficierez en fonction de votre revenu fiscal de référence d'un bonus écologique. Et puis le design intérieur, il y a quand même un parti pris par les équipes de design Hyundai sur les choix des couleurs, le choix du pied de poule, etc. Moi, personnellement, je trouve ça assez joli. C'est un côté néo-rétro assez sympa, mais je sais que ça plaît vraiment pas à tout le monde. Donc, parti pris assez significatif là-dessus. Heureusement, je vous rassure, pas mal de qualité. Déjà, autonomie en ville assez élevée. On a un poids qui est contenu. 1,4 tonne pour un véhicule de ce gabarit en 100% électrique. Aussi une modularité et une habitabilité juste hallucinante quand on voit le gabarit de ce petit SUV, parce que vous pourrez mettre facilement 4 gaillards de 1,90 m sans aucun souci dans cette voiture. Et puis si vous voulez faire du surf, vous pourrez aussi baisser le siège passager et puis mettre une planche de surf de 2,20 m sans aucun souci dans cette voiture. Et là aussi à l'arrière, on peut incliner le dossier des sièges arrière. Ça aussi, c'est pas mal pour des grands gabarits. Autre point que j'ai noté, c'est le design. Design extérieur hyper réussi selon moi, très novateur. Parti pris là aussi assez prononcé de la part de Hyundai. Ils n'ont pas eu peur de proposer un véhicule avec un look de concept car, et ça fait du bien. Moi je trouve que beaucoup de designs de voitures sont trop consensuels en 2025 et ça fait plaisir de voir des constructeurs qui, à partir d'un concept, se disent ok, le concept on va pas trop le modifier, on va le proposer tel quel au client. Et je pense que ça va plaire aussi bien sur les signatures lumineuses à l'avant, à l'arrière du véhicule, les jantes, les galbes assez prononcées sur les flancs du véhicule. Vous avez un véhicule original et assez unique. Et puis dernier point, dernière qualité, son rapport prix-prestation. À partir de 25 000 € avec des offres sur le site de Hyundai France, vous pourrez aller voir à partir de 129 € par mois. Alors ça c'est vraiment si vous avez les bonus écologiques au maximum, etc. avec une loi kilométrique assez faible. Mais en tout cas ce sont les prix de départ, 129 € par mois, un peu plus de 200 € par mois pour la version que je vous ai présentée dans cette vidéo. Donc là aussi, rapport prix-prestation très attractif. Si vous êtes intéressé, si vous voulez avoir des informations sur ce financement, je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Cliquez bien sur le lien, remplissez le formulaire correctement, c'est vraiment super important quand je partage avec vous des offres comme ça qui sont attractives, parce que sinon c'est compliqué de vous rappeler. Donc remplissez correctement le formulaire et vous serez recontacté dans les plus brefs délais. Est-ce que ce Hyundai Inster a des chances de s'imposer en France face à ses concurrents, et surtout est-ce qu'il va permettre à Hyundai d'atteindre ses objectifs 2025, déjà en termes de vente, viser les 50 000 unités vendues en France, mais surtout le mix de 25% de véhicules 100% électriques. Alors j'ai pris plusieurs critères pour répondre à ces questions. Vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Sur ses performances, moteur de base de 97 chevaux, mais jusqu'à 115 chevaux comme le modèle que je vous présente. C'est moins que la Citroën IC3 et que la Fiat Grande Panda. C'est toujours moins que la Peugeot i208 et que l'Opel Corsa i avec 136 ou 156 chevaux, mais c'est plus que le Dacia Spring
avec ses 65 chevaux, que le Leapmotor T03 avec ses 95 chevaux et que la R5 avec 95 chevaux. Elle est aussi disponible en 120 et 150 chevaux, hein, il faut le savoir. Donc il est plutôt bien placé niveau puissance. Vous allez voir que c'est elle qui propose le meilleur rapport puissance-autonomie-prix. Hein. Troisième critère, l'autonomie. Jusqu'à 370 km, c'est moins que l'Opel Corsa i qui peut monter jusqu'à 405 km et que la Peugeot UD108 qui elle peut monter jusqu'à 410 km et la Renault R5 peut monter jusqu'à 410 km, mais pour la première finition dispo au printemps 2025, ce sera 300 km environ. Mais c'est plus que le Dacia Spring, que le Leapmotor T03, que la Fiat Grande Panda et que la Citroën IC3 qui a 322 km. Il y a une chose à noter, c'est que la Corsa i, la i208 et la R5, elles sont beaucoup plus chères à niveau d'équipement équivalent. Quatrième critère, la recharge. Pic de charge à 85 kW qui s'atteint sur une borne 120 kW minimum et qui est constant sur une longue durée, ce qui permet de passer de 10 à 80% en 30 minutes. C'est l'un des meilleurs temps de recharge de sa catégorie, hein. C'est plus que le Dacia Spring, 30 kW et que le Leapmotor T03 à 48 kW. Mais c'est moins que la Renault R5, que l'Opel, que la Peugeot et aussi que la Fiat et la Citroën qui, eux, culminent à 100 kW. C'est un gros point fort pour partir en vacances car elle chargera plus vite que tous ses concurrents du fait que le pic est maintenu pendant une longue durée. C'est ça qu'il faut regarder en fait. C'est combien de temps votre pic de charge va pouvoir être élevé. Sur son coffre, jusqu'à 351 litres. Là, c'est plus que toutes ses concurrentes, sauf la Panda, qui, elle, la Grande Panda, fait 361 litres. Encore un point fort pour partir en vacances. Surtout que l'intérieur est super modulable, contrairement à ses concurrentes. Alors, on peut rentrer une planche de surf ou un matelas. Peu de ses concurrents peuvent en dire autant, vous en doutez, même aucun de ses concurrents, pour être clair. Est-ce que ce nouvel Inster va permettre à Hyundai d'atteindre ses 50 000 unités en 2025 ? La réponse est oui. Il est clair que quand on voit son autonomie, son rapport prix-prestation, sa modularité, son habitabilité, son confort, ses technologies embarquées, sa sécurité, bref, vous l'aurez compris, avec ce prix ultra attractif, bien sûr, il va participer à cette atteinte des 50 000 immatriculations en 2025 pour Hyundai. Il joue vraiment la carte de l'audace par rapport à tous ses autres concurrents, et ça, il faut quand même le saluer. Dans un monde qui devient, selon moi, trop consensuel en termes de dessin, on peut dire que Hyundai a fait l'effort de proposer un produit différent, un produit original, visuellement, ça c'est une chose, mais aussi avec énormément d'atouts à mettre dans la balance. Moi, je sais qu'à titre personnel, je suis très sensible au fait que le véhicule soit hyper spacieux et modulable. Et je peux vous dire que je ne suis pas le seul, parce que quand on achète une voiture qui coûte environ 30 000 € plutôt bien équipée, c'est le genre de détail qu'on regarde. Hein. On veut pouvoir partir avec des amis ou sinon avec ses enfants en week-end avec de la place. Et ça, c'est un des seuls à le proposer. J'espère que cet essai vous a plu, les amis. Sur YouTube, activez la cloche de notification, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez un pouce bleu, c'est hyper important. Mettez un pouce bleu, ça m'aide à gagner en référencement sur YouTube notamment, mais aussi sur Google. Pareil sur mes comptes Le Vendeur Automobile sur Instagram et TikTok, je diffuse que du contenu exclusif. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!